Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue et merci de votre fidélité. Le financement basé sur les résultats FBR est la nouvelle approche instituée par la Banque mondiale pour rendre plus efficaces et plus attrayantes les prestations d'information sanitaire au Bénin. Et c'est à travers le projet de renforcement de la performance du système de santé du Bénin, en abrégé PRPSS. Cette initiative a pris réellement corps en 2012 avec 8 zones sanitaires pilotes. 4 ans après sa mise en œuvre, où en sommes-nous? Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Quel est le degré d'implication du gouvernement béninois? Qu'en est-il de la pérennisation de cette expérience à un an de l'achèvement du projet? Voilà, pour en discuter, pour nous éclairer davantage, nous avons avec nous Madame Katrina Chaké. Elle est la représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin. Bonsoir Madame et soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Madame. Nous avons également avec nous Monsieur Ibrahim Magazi. Il est chef du projet de renforcement de la performance du système de santé du Bénin, PRPSS. C'est bien cela? C'est ça, Madame. Madame Maude Juquois, spécialiste en économie de santé à la Banque mondiale. Bonsoir, merci. Bienvenue à vous. Nous avons également avec nous Monsieur Alphonse Akpamoli. Lui, il est le coordonnateur national du PRPSS. Son éclairage est nécessaire et indispensable. Merci, Madame. Monsieur Edmond Sosa Gbeido, lui représente le gouvernement béninois. Il est le conseiller technique au partenariat au ministère de la Santé. Bonsoir à vous. Merci, Madame. Bonsoir. Et nous avons également de part et d'autre les médecins coordonnateurs des zones sanitaires concernées, des zones bénéficiaires. Il s'agit du docteur Unok Goudjo de la zone sanitaire Ouida Poumassier Tori Boussito, du docteur Olivier Nginda de l'ATP et du docteur Lucien Dossougbete qui représente l'association des cliniques privées, de Madame Rodégon Dayou, représentante de l'OBSS, l'OBC, organisation à base communautaire. C'est bien sûr cela, l'OBC. Nous avons également avec nous quelques personnes ressources de la Banque mondiale. Sylvie, je me permets de vous appeler, de vous tutoyer. Présenter, voilà. Voilà, première question et nous démarrons. Une question d'ordre général, bien évidemment. Que peut-on retenir des interventions de la Banque mondiale au Bénin au cours de ces dernières années, évidemment dans le domaine de la santé? Madame Katrina, je vous écoute. Merci beaucoup, Madame. Effectivement, la Banque mondiale a plusieurs interventions dans plusieurs domaines ici dans le pays. Notre appui, l'appui du groupe de la Banque mondiale a démarré en 1969 avec un projet routier. Et depuis lors, nous avons des interventions et des programmes dans plusieurs domaines. Depuis très récemment, je peux vous dire que notre portefeuille actuel s'élève à un montant d'à peu près 800 millions de dollars. Et nous avons une vingtaine de projets en cours actuellement. Concernant le secteur de santé particulièrement, notre première intervention dans le domaine était dans le domaine de la lutte nationale du Bénin contre le paludisme. Ce projet s'appelait le PALP et a démarré en 2006. Le but de notre appui était d'appuyer effectivement les mesures préventives contre ce fléau, l'amélioration de la qualité de prestation au niveau des plateaux techniques et aussi les formations techniques du personnel. Le projet a conclu en 2011 et par la suite, nous avons effectivement entamé l'appui au renforcement du système de santé avec le projet que nous sommes ici aujourd'hui pour discuter. Ce projet est d'un montant de 32 millions de dollars US, c'est-à-dire à peu près 17 milliards de francs CFA.
et nous allons discuter en fait les réalisations du projet et notamment ce que nous avons pu apercevoir suite à une visite sur le terrain ces derniers jours. Si je comprends bien, vous appuyez le Bénin depuis 1969. Effectivement. Je n'étais pas encore née. Merci. Nous allons revenir. Vous êtes dans plusieurs secteurs. La santé, il y a des composantes. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le projet de renforcement de la qualité dans nos centres de santé. Alors, le coordonnateur du projet, le coordonnateur de PSS, va nous parler davantage du projet. Quelles sont les motivations, quels sont les motifs qui vous ont poussé à mettre en œuvre ou à mettre en place cette expérience au Bénin? En ce qui concerne le PRPSS, et comme vous avez constaté dans l'intervention de la représentante résidente, c'est un projet que le gouvernement du Bénin a initié suite aux états généraux du secteur de la santé. Et ce projet cadre avec la vision du secteur, avec le plan de développement du secteur de la santé et a 3 principales composantes. Et la première, c'est le financement basé sur les résultats que tout le monde connaît. Et il y a une seconde composante qui est l'accessibilité financière des plus pauvres aux services de santé de qualité. Et la troisième composante, pas très connue mais quand même très très important, c'est l'appui institutionnel au secteur de la santé. Bon, je peux juste rapidement aborder la première composante, surtout le bien que tout le monde connaît, parce que c'est ça qui touche beaucoup plus les populations du Bénin. Et grâce le financement basé sur les résultats, comme vous le savez, c'est un dispositif qui permet de signer des contrats. Donc ici, c'est le ministère de la Santé qui a signé des contrats avec les structures sanitaires. Et sur la base de ce contrat, les formations sanitaires, c'est que les structures sanitaires, on appelle prestataires, fournissent des services, des prestations de qualité. Quand on parle de qualité, c'est des services, c'est que l'accouchement assisté, l'utilisation des services, la CPN, la consultation prénatale, postnatale, la vaccination. Ça, c'est les services qu'on met dans la quantité. Et on appuie également, c'est qu'on lie ça avec la qualité. La qualité, c'est la qualité au niveau de la prestation des soins. Et sur la base de ces résultats quantitatifs et qualitatifs, ils reçoivent des crédits. Ils reçoivent, en termes vulgaires, de l'argent. Et sur la base d'une trimestre. Donc, il y a un dispositif qui permet de valider les données et on leur donne des crédits. Ces crédits que les centres reçoivent, c'est que les directives prévoient de les partager en 2. Un maximum de 50% permet au personnel d'avoir un peu d'argent dans leur poche. C'est une mesure qui d'incitation, de motivation, d'encourager. Les agents de santé. Et l'autre moitié peut permettre d'acheter des équipements médicaux, d'acheter un véhicule, ça dépend du crédit, des motos, et de financer toute activité ou bien toute intervention qui puisse leur permettre de renforcer leur performance. Supervision, stratégie avancée, renforcement des capacités. Et quand on parle de ces primes, vous constaterez que ça permet aux gens, c'est que la motivation n'est pas seulement financière. Avec les achats que les gens peuvent faire pour avoir les moyens, pour pouvoir qualifier, ça permet vraiment de mettre les gens dans de bonnes conditions. Ils achètent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas l'extérieur qui l'achète, sur la base de leur crédit. C'est très bien, mais avant d'aller un peu plus en détail sur le FBR, je voudrais revenir, m'adresser à l'œil du gouvernement. Il s'agit de M. Edmond Sosa-Gbedo. Le FBR est à sa première phase au Bénin, première expérimentation, j'allais dire, au Bénin. Le gouvernement, qu'est-ce qui a motivé réellement le gouvernement à introduire cette initiative ici, à accepter cette initiative de la Banque mondiale? Merci, madame la journaliste. Le coordonnateur du projet disait tout à l'heure que nous sommes partis des états généraux de la santé pour régler les problèmes. Nous avons élaboré le PNDS et nous avons toujours constaté... Qu'est-ce que c'est que le PNDS?
pour le citoyen lambda qui nous écoute. Donc c'est le plan national de développement sanitaire qui doit nous permettre de quitter 2009 à 2018. Donc c'est un plan décennal. Malgré ça, nous avons constaté que nous avons toujours des problèmes. Et vous êtes au Bénin, vous savez bien que le système sanitaire a connu plusieurs crises, notamment en 2009. Et la cause principale, c'est la démotivation du personnel de santé. La conséquence, c'est le niveau de confiance entre les formations sanitaires publiques et les usagers qui a pris un coup négativement. Au même moment, nous devons aller aux objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Donc, il est alors nécessaire de trouver une approche pour le renforcement du système de santé. Et c'est le financement basé sur les résultats que le Bénin a initiés. C'est très important, c'est le Bénin qui a initié ce projet. La banque... Ce n'est pas la Banque mondiale. Non. Donc, la Banque mondiale ne fait qu'appuyer cette politique du gouvernement. Et c'est très important de souligner. Et comme le coordonnateur a dit, ça permet de motiver le personnel de santé, renforcer le personnel parce qu'il y a des contrats de prestations qu'on signe avec des ressources humaines qualifiées et du matériel pour renforcer le volet technique. Retenons essentiellement que l'initiative est soutenue, comme je dis, au départ par la Banque mondiale dans 8 zones sanitaires. Et depuis cette année, l'extension a été effective pour les 34 zones sanitaires de notre pays grâce au concours. Donc, en plus de la Banque mondiale, nous avons la coopération technique belge, nous avons le Fonds mondial et récemment la Gavi qui est une alliance pour le vaccin. C'était 8 zones au départ, formation sanitaire au départ. 8 zones sanitaires. Appuyées par la Banque mondiale. Maintenant, le Fonds mondial et la coopération technique belge et Gavi viennent, eux, d'appuyer les autres zones sanitaires. Au total, les 34 zones sanitaires du Bénin mettent en pratique cette approche. Quelle est la durée du projet? La durée du projet est de 4 ans et les discussions sont en cours. Pour l'appui de la Banque mondiale, la représentante est là, elle va y revenir, mais c'est en juillet 2017. 2017, le projet arrivera à terme. L'appui de la Banque mondiale, l'appui financier de la Banque, nous allons voir dans la suite des discussions que ce n'est pas le projet qui viendra à terme et on va trouver les moyens. D'accord. Pour continuer. Alors, Monsieur Ibrahim Magazi, c'est le Bénin qui est cas d'école ou bien ça a été déjà expérimenté ailleurs, dans d'autres pays? Merci, madame. Le FBR a déjà été expérimenté dans d'autres pays. Actuellement, disons que la banque appuie à peu près plus d'une trentaine de pays. En Afrique? En Afrique, oui. En Afrique, plus d'une trentaine de pays. Et je dirais ce qui caractérise l'appui au Bénin, c'est que le Bénin a généralisé, comme vient de le dire le conseil technique, le FBR. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui ont vraiment généralisé le FBR. Quand on regarde la carte, on a à peu près 3 pays, c'est Rwanda, Burundi, Bénin, qui ont vraiment généralisé le FBR, c'est-à-dire que dans toutes les zones sanitaires. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, c'est que le FBR au Bénin est un peu fragile parce que les 2 autres pays ont vraiment un financement national qui va à plus de 50% des activités FBR. Et ici au Bénin, comme l'a dit le CT, c'est que tout est basé sur le financement extérieur, notamment Banque mondiale, Fonds mondial, Gavi et CTB belge. Alors, vous venez de mettre un point, je dirais, je ne dirais pas accusateur, mais le gouvernement, quelque part, a failli à sa mission.
puisque c'est la Banque mondiale qui finance en totalité le FBR au Bénin, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant, je sais, vous piaffez d'impatience, vous allez répondre à M. Ibrahim Magazi, mais en attendant, Madame Maud, je crois, vous qui êtes la co-responsable du projet à la Banque mondiale, est-ce que vous avez complément d'information ou quelque chose à ajouter? Ce que je peux ajouter par rapport à ce que disait mon collègue Ibrahim sur les expériences du financement basé sur les résultats dans les autres pays, c'est que tous les pays ont adapté l'approche à leur contexte national, aux enjeux sanitaires qu'ils pouvaient présenter. Mais ce qui est important, c'est que les principes fondamentaux du FBR soient respectés, notamment la question de l'autonomie de gestion des formations sanitaires. Comme l'expliquait Monsieur le coordonnateur, c'est important que les structures de santé puissent être libres d'utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition pour acquérir les biens et les services qui leur semblent les plus utiles. Un autre principe fondamental, c'est celui de la vérification indépendante des résultats. Et ça, c'est vraiment ces deux exemples. Il y a d'autres principes qui sont essentiels. Ces deux exemples que tous les pays qui mettent en œuvre le FBR doivent appliquer. Merci. En attendant de lancer l'élément témoin, je voudrais vous accorder juste une minute. Le gouvernement est interpellé. C'est la Banque mondiale qui finance totalement. Pourquoi vous laissez tout? Pourquoi le gouvernement n'a pas pris une part financière dans ce projet? Est-ce que c'est négocié comme ça ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 4 ans déjà. Oui. Je pense que nous sommes en partenariat et avant de commencer l'approche telle que j'ai eu à dire, nous sommes entendus sur ce que chaque partie prenante doit faire. Et je vais juste donner un exemple pour dire que le gouvernement participe. Quand nous sommes allés à Balekwara, nous avons trouvé un laboratoire qui est construit sur le financement communautaire, pratiquement à la hauteur de 50 millions. Et à l'intérieur de ce bâtiment, nous avons des matériels qui ont été acquis sur le volet 50% des subsides, donc l'argent qui revient aux formations sanitaires. C'est pour dire que le financement communautaire, c'est l'argent du contribuable béninois, c'est une participation. Il y a des volets de supervision que le niveau national assure. Donc, il est vrai, l'aide est là, nous avons déjà notre système qui est en place. Et à un moment donné, nous avons dit qu'il faut revoir et renforcer le système. Nous avons fait appel aux partenaires qui nous appuient. Nous faisons des évaluations régulières. Il y a, la semaine passée, nous venons de finir avec une mission conjointe pour harmoniser et voir la pérennisation, l'implication des ministères sectoriels, notamment les ministères comme la décentralisation, le ministère comme le développement, l'économie. Donc, le processus est en cours et ce n'est pas qu'on nous a accusés. L'implication financière du gouvernement est capitale. En attendant, nous allons voir ce spot qui parle du FBR. Je m'appelle Fifame, je suis ménagère. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter. J'étais au centre de santé ce matin pour une consultation. Je ne l'ai pas reconnu. Tout était propre et bien rangé. Les agents de santé étaient disponibles et chaleureux. J'ai été prise en charge presque aussitôt. Je me sentais vraiment importante. Croyez-moi, quelque chose a changé. Accueil chaleureux, prise en charge rapide, soins de qualité. Pour vous et grâce à vous, les formations sanitaires publiques du Bénin changent et s'adaptent à vos besoins. La vie est bien plus simple quand se soigner cesse d'être tracassant. Le financement basé sur les résultats aide les formations sanitaires à mieux vous soigner. Eh bien voilà le spot, l'élément sonore qui parle des avantages du FBR. Alors, chers invités, vous revenez d'une tournée, vous avez fait le tour du Bénin pratiquement, du nord
au sud, vous avez parcouru les formations sanitaires, les zones sanitaires bénéficiaires. J'allais dire, nous avons parcouru les zones sanitaires. Moi aussi, j'ai vu un peu. J'ai été témoin de tout ce qui s'est passé là-bas, Banikwara, Zoboza et puis un peu partout. Alors, moi, je voudrais savoir quels sont les résultats concrets enregistrés aujourd'hui après 4 années de mise en œuvre du FBR. Merci. Monsieur le coordonnateur. Merci, madame. Oui. Donc, l'élément montre déjà l'appréciation faite par les bénéficiaires. Donc, comme résultat... Tout ça. Maintenant, à vous de nous dire concrètement ce qui se passe sur le terrain. Donc, comme résultat, c'est constatable, on peut l'observer. L'environnement au niveau des centres de santé s'est totalement amélioré après les 4 ans de mise en œuvre de l'appui de la banque au Bénin. Et il y a l'environnement qui a été totalement modifié. L'accueil devient une réalité. Et le plateau technique, parce que grâce aux subsides gagnés par les formations sanitaires, les 50 autres % ont permis d'améliorer le plateau technique, d'acheter des équipements, de se former et de s'adapter au nouveau contexte pour pouvoir impacter positivement sur les indicateurs sanitaires. Il y a 3 autres petits éléments que je peux également citer. Et nous avons constaté de mars 2012, si on prend les centres de santé, en termes d'indice qualité, c'est que la qualité technique au niveau des centres de santé. Cette qualité en moyenne était autour de 39,4 en mars 2012. 39,4. Nous sommes aujourd'hui autour de 70% C'est au niveau des centres. Expliquez un peu. C'est que 39,4, c'est que cette technique, c'est que on voit l'application des normes. Tu vois, il y a des indicateurs qui prennent en compte la disponibilité de médicaments, la disponibilité de tel matériel. Est-ce que la prise en charge respecte les règles élémentaires, les normes? Tout ça, on met ça dans un paquet et le calcul donne le score, la qualité qu'on peut avoir au niveau du centre de santé. Donc, on n'est pas de 39,4 à 68, voire 70, parce qu'il y a même des centres qui sont aujourd'hui à 98%. Quand on prenait les hôpitaux, on était autour de 52,4. 52 points. C'est qu'en termes de qualité technique qu'on peut observer en moyenne au niveau de nos hôpitaux de zone, des 6 hôpitaux appuyés par la banque. Et là, nous sommes allés jusqu'à 89%. On a des hôpitaux comme Banikwara, que vous avez visité, qui se retrouvent autour de la barre de 97%. Mais là, je peux témoigner, l'enceinte est propre, très propre même. Donc, et de plus, il y a des activités que les centres ne menaient pas avant. La consultation d'enfants sains était une activité abandonnée. Du fait de la mise en place de ces dispositifs, cette activité on a repris ces activités-là. La PF, la vaccination, quand vous voyez, les données sont en train d'évoluer. Et de plus, la population commence à avoir plus de confiance à nos centres de santé. Et il faut dire, avec l'appui de la banque également, nous avons mis des spécialistes, gynéco et pédiatres, dans les 6 hôpitaux de zone. Et cet appui de la banque a entraîné les autres partenaires Gavi, Fonds mondial, qui traditionnellement ne recrutaient pas de spécialistes. Ils ont recruté pour notre pays des spécialistes. Jusqu'à Malanville, c'est qu'une trentaine de spécialistes qui exercent déjà sur le terrain, gynécologues et pédiatres, payés par le programme. Mais oui, tel que vous décrivez le projet ou le FBR, on voit que la courbe est ascendante et que la qualité des soins donnés aux populations, ça atteint un niveau acceptable. Mais comment vous arrivez à vérifier tout ça? Et comment vous arrivez à vérifier tout ça? Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Ouais. Quel dispositif vous avez mis en place pour vérifier les résultats? En fait, c'est ça. Ça fait partie d'une des puissances. Parce que souvent, même avant le FBR, l'accueil dans les centres de santé était un peu désagréable. Maintenant, vous n'êtes pas là. Quel dispositif vous avez mis en place? On a mis un dispositif dans le modèle béninois qui est totalement différent du modèle d'autres pays. C'est que dans le dispositif, il y a un cabinet externe de vérification. Et ce cabinet, aujourd'hui, en fait, quand on faisait le montage, il y avait très peu. Donc, c'est un consortium d'un cabinet national béninois et d'un cabinet belge
Donc c'est eux, ils ont des assistants techniques et des vérificateurs dans les zones. Et je peux vous dire, vraiment c'est une vérification indépendante. Et quand on a commencé, le score, c'est que la validation, parce que les centres font leurs déclarations mensuellement. Et de cette déclaration, le cabinet externe avec l'équipe d'encadrement de zone font la validation. Et on avait observé une moyenne de près de 40% d'invalidation. Aujourd'hui, progressivement, ce taux d'invalidation a diminué et nous approchons les 5%. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année ou bien dans les années à venir, que ce taux, les déclarations vont être la même chose que la vérification. Les bénéficiaires sont là, on va les interpeller tout à l'heure. Mais en attendant, je voudrais m'adresser au docteur Olivier Nida, un cabinet externe chargé de la vérification et de l'évaluation de tout ce qui se fait dans ces formations sanitaires. Vous le confirmez? Ah, d'accord. Excusez-moi, oui, allez-y. En fait, vous avez le micro? Ok. Je crois que le coordonnateur l'a dit dans l'introduction, un des principes fondamentaux du financement basé sur les résultats, c'est la séparation des fonctions. On veut s'assurer que les prestataires qui sont en contrat... Excusez-moi, dirigez le cabinet en question? Oui. Vous êtes l'acteur principal. Okay. Dans la présentation, vous avez parlé de l'ATP, en fait, oui. Ça voulait dire assistant technique principal auprès du PRPSS. Et nous sommes un consortium de 2 boîtes, le coordonnateur l'a dit, qui est chargé de la vérification des résultats. En fait, notre travail essentiellement consiste à nous assurer que les prestations déclarées par les formations sanitaires ont bel et bien réellement été prestées. C'est-à-dire que quand un hôpital déclare 32 césariennes par mois, il faut qu'on s'assure que c'est vraiment 32 césariennes et pas 15 qui ont été réalisées. Vous pensez qu'il n'y a pas risque de fraude ou de tricherie? C'est vrai que puisque le paiement des prestataires se fait sur base des résultats, il existe chez l'homme, chez l'être humain naturellement, une propension parfois à la tricherie, à surdéclarer. C'est la raison pour laquelle il y a le recrutement d'un cabinet qu'on veut indépendant et externe pour qu'il n'y ait vraiment pas de conflit d'intérêts. Et nous avons des équipes sur terrain, dans toutes les zones qui sont en contrat, qui font donc ce travail de vérification, s'assurer de la matérialité des prestations, s'assurer de l'existence des patients déclarés. Et il y a même un volet, bon, pour le moment qui est mis en veilleuse, c'est aussi de discuter avec les bénéficiaires pour s'assurer de leur niveau de satisfaction par rapport aux soins reçus. Donc c'est un peu ça. Et nous avons bien sûr des outils qui sont mis en place pour suivre la traçabilité de toutes ces prestations déclarées par les formations sanitaires. Une fois qu'elles sont déclarées, nous on doit vérifier, puis valider, et c'est seulement ensuite, après validation, que le paiement peut se faire. Merci, merci à vous. Madame la présidente, non. La représentante, pardonnez, la représentante résidente de la Banque mondiale, vous êtes l'actrice principale. Vous avez fait le tour de ces formations sanitaires, vous en revenez d'ailleurs. Quelle est votre appréciation, au vu de ce que vous avez vu et entendu là-bas? Je peux vous confirmer que j'ai vu des merveilles sur le terrain par rapport à l'amélioration de prestations de services dans les 3 zones visitées. Vous m'excusez, c'était ma première descente. Parfois, les noms m'étaient un peu difficiles, mais on a visité 3 zones sanitaires. Banikwara, et puis la zone sanitaire de Zozobra, c'est-à-dire Zogbodomé, Boikon et Zakpota, suivi de Kozo, c'est-à-dire Kové, Zanyanado et Winhi. Et évidemment, il y a eu certaines réalisations qui étaient un peu plus mixtes, mais je voudrais citer quand même quelques chiffres, juste pour vous dire combien j'ai été frappée. Au niveau de Banikwara,
on nous a témoigné d'une amélioration de la qualité de prestation entre 2012 et 2016 de 47 à 80,6%. Un taux d'accouchement assisté a augmenté de 59 à 65%. On peut mieux faire, mais c'est déjà dans la bonne direction. Au niveau de la zone sanitaire de Zoboza, une chose que j'ai beaucoup remarqué, c'était au niveau du médecin coordonnateur qui a vraiment jeté les bases d'une nouvelle prise de conscience du besoin de bonnes pratiques sur le terrain. Toute sa vision est basée sur la recherche de l'excellence, la pédagogie par exemple, et l'évaluation de performance individuelle qui est liée aux subsides et primes reçues. J'ai aussi noté la question de l'éthique et de valeur. Il y a vraiment une nouvelle conscience professionnelle et un sens de dévouement pour le travail et pour la prestation de services aux populations. Et aussi, je peux constater, en ayant discuté avec quelques bénéficiaires, soit des femmes qui venaient d'accoucher, des malades qui étaient dans une file d'attente au niveau du dispensaire, que eux, ils ont vraiment noté, même si j'ai eu besoin de traduction dans les langues nationales, ils ont apprécié la révolution qui a lieu sur le terrain actuellement. Autrement dit, les résultats escomptés sont au rendez-vous. Il me semble, et maintenant c'est la question de la pérennisation, parce que la population a des attentes, et je crois qu'avec avec le partenariat entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, nous allons pouvoir appuyer la pérennisation de ces services pour l'amélioration de la qualité de santé. Autrement dit, le renouvellement est garanti. On ne peut pas être tellement sûr, mais la bonne volonté est là et l'engagement est là. Là, je vais me retourner vers Madame Maud, je crois, qui est financière. Vous êtes spécialiste du financement en matière de santé. La pérennisation s'impose pratiquement. Oui, c'est un petit peu une évidence. Après 4 ans de mise en œuvre, considérant les résultats qui sont déjà en cours, c'est important qu'il y ait une vraie appropriation du gouvernement du Bénin de cette réforme et que les partenaires peuvent compléter éventuellement techniquement, financièrement, mais ça doit être une politique portée par l'État du Bénin. Le gouvernement est toujours interpellé. Le projet doit être porté par le gouvernement béninois, notamment pour sa pérennisation. Vous nous rassurez? Merci, madame. J'étais sur le terrain avec l'équipe de la Banque mondiale. Permettez-moi d'ajouter 2 choses. Il y a 16 ans, j'étais médecin à l'hôpital de Zone-Banikwara. Cette visite m'a permis de voir comment cet établissement hospitalier a été métamorphosé. C'est très important. Aujourd'hui, médecin, si je suis malade et je suis à Banikwara, je n'aurai aucune crainte d'être pris en charge. Quand nous parlons de FBR, il est vrai, il y a les prestataires, mais nous avons aussi les membres de la cogestion qui sont fortement impliqués et aussi les relais communautaires. Je veux parler des relais communautaires parce que quand nous sommes arrivés à Boycon, on nous a dit, les relais communautaires ont envoyé 19 malades qui ont eu une toux il y a plus de 2 semaines. Et sur les 19, il y a 17 qui ont été confirmés positifs, c'est-à-dire ayant la tuberculose. Ça suppose que la motivation, ce n'est pas seulement dans les centres de santé, mais aussi c'est dans la communauté. Nous étions là, toujours à Boycon, quand
Dessay, qui est le coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida, a fait un témoignage pour dire que depuis que le FBA a commencé, des indicateurs qui concernent la lutte contre le VIH-Sida, surtout chez les femmes enceintes, il y a 4 indicateurs qui ont permis de classer le Bénin parmi les pays les plus stables dans cette lutte. Donc c'est pour dire que les résultats sont là et pour la pérennisation, nous n'avons pas le choix parce que ça s'impose à nous, c'est une initiative que nous avons prise. Et la première des choses, c'est d'institutionnaliser l'approche FBR et le RSE suivra. Mais je vois aussi que le FBR ou le projet PRPSS ne concerne pas seulement les formations sanitaires publiques, mais vous avez également impliqué les cliniques privées, les cabinets privés. Mais pourquoi cela? Moi, je voudrais m'adresser au docteur Olivier Nguida. Oui, en fait, quand on regarde le paysage sanitaire du Bénin aujourd'hui... Votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Quand on regarde le paysage sanitaire du Bénin aujourd'hui, on se rend compte que l'offre des soins est assurée aussi bien par les structures privées que publiques. Mais quand on regarde du côté de la demande de soins, on se rend compte que le partage est inéquitable. La balance va directement vers environ 60% de la population se tourne vers les structures privées. Celles qui vont dans les structures publiques, c'est beaucoup plus pour les aspects préventifs, vaccination, consultation prénatale, et aussi pour les césariennes. Mais pour ce qui concerne les soins curatifs, c'est vraiment dans le privé, et beaucoup plus encore si on veut voir les soins spécialisés. Or, il est de la responsabilité du gouvernement de s'assurer que sa population soit bien prise en charge, aussi bien dans le privé que dans le public. D'où l'intérêt d'intégrer les structures privées dans le financement basé sur les résultats, parce que c'est une approche qui a été choisie afin d'améliorer la qualité des services, la qualité des soins. Donc, voilà la raison pour laquelle on s'est tourné vers les structures privées. Oui, nous on parle ici, mais les bénéficiaires, on va les écouter. On va écouter les bénéficiaires, notamment les populations qui bénéficient de ces soins de santé grâce au FBR. Nous avons concocté un élément pour vous. Regardez. Avant l'arrivée de FBR dans nos centres de santé, nous pouvons dire que nous n'avions pas la perception du travail en équipe. Le personnel n'était pas motivé. Nous n'avions pas le matériel adéquat qu'il faut pour donner des soins de qualité. Il y a un net changement par rapport aux qualités des soins au niveau de l'hôpital de Boycon. On disait que la maison, c'est la maison des chauves-souris. Le financement basé sur les résultats est très bénéfique pour le centre de santé de Bonou. Le personnel est très motivé. Ils ont changé de comportement depuis que je suis arrivé au centre de santé de Bonou en 2013. Ils sont devenus plus ponctuels, ils seront plus disponibles et la prise en charge est de qualité. Le FBA a véritablement changé les choses, surtout à Banikwara, à cause de la qualité des soins. Les gens quittent Kérou, Malanville, Karimama pour venir à Banikwara. Donc, s'il n'y a pas un changement, ils n'allaient pas venir. Le FBR m'amène à donner les soins de qualité. Quand on quitte l'école, on vient sur le terrain. Une fois arrivé sur le terrain, on tombe dans la routine. Mais le FBR nous permet, ça nous aide à ne pas tomber dans la routine, quoi. Et là, les cours qu'on a reçus à l'école, on met ça en pratique. Donc, on est obligé de mettre les cours en pratique. Avec FBR, on connaît maintenant un environnement propre et nous avons assez de matériel pour travailler. Avant, on a la pratique, mais il nous manque de matériel pour travailler. Maintenant, si il nous manque quelque chose et qu'on réclame, on nous achète surtout le matériel, beaucoup de spéculum, tout le matériel pour travailler. Donc, nous sommes à l'aise. L'environnement est propre. On travaille vraiment avec qualité.
Le FBR, c'est une approche très intéressante qui, je crois, a beaucoup changé le comportement. Beaucoup changé le comportement des agents de santé. Donc quand il y a changement du comportement d'agents de santé, ça va répercuter forcément sur la qualité des soins. Le matériel médico-technique a été acquis grâce au subside FBR. Pour améliorer également les prestations, nous avons pu doter 6 centres de santé de motos pour pouvoir mener les activités de vaccination et de CPN en stratégie avancée. Et beaucoup de centres également ont pu, grâce à ces subsides-là, se doter donc de plusieurs sources d'énergie, énergie solaire, groupe électrogène. Nous avons pu recruter des prestataires sur les fonds FBR parce que le FBR prévoit au moins 3 prestataires qualifiés par centre de santé. Le FBR nous a permis d'acquérir pas mal de matériel pour donner des prestations de qualité. Avec FBR, on a pu acheter un groupe qui prend en même temps la relève quand il y a coupure. Nous avons acheté le kit d'AMU, la boîte de ventouse, table d'accouchement, table de pansement à trous, une moto pour le centre de santé pour faire les recherches actives en vaccination et pour les CPN 1, CPN 4 qui font partie des indicateurs de FBR. Ces primes nous permettent de faire des réalisations. Par exemple, avant, on n'avait pas l'installation photovoltaïque parce qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir le faire. Mais avec FBR, on a pu le faire. On a pu faire une installation photovoltaïque avec les primes de FBR que j'ai reçues sur 2 trimestres. J'ai pu obtenir une somme de 200 000 francs CFA environ. Donc, je me suis acheté un ordinateur portatif qui pourra m'aider désormais à prendre des informations. Avec les primes d'FBR, je crois que ça m'a permis d'acheter une moto qui me permet quand même de me rendre plutôt au boulot. Avec la prime FBR, j'ai aidé mes enfants qui veulent poursuivre leurs études à l'extérieur. Je les ai pris des ordinateurs performants. Personnellement, je pense continuer, même sans FBR, sans ces primes-là, je pense continuer avec ce système. Parce que j'ai déjà pris le goût du travail bien fait. Ben, c'est vraiment des témoignages qui montrent l'importance du FBR à travers le projet PRPSS. Alors, les cliniques privées sont impliquées. Alors, je voudrais m'adresser au docteur Lucien Dossou-Bété. Vous représentez l'association des cliniques privées du Bénin. Avez-vous apprécié votre implication dans cette approche FBR? Bonjour madame. Voilà, bonjour. Oui, effectivement, pour le secteur privé de la santé, l'implication de ce secteur dans le FBR a été acceptée, a été vécue comme une excellente chose. Excellente parce qu'elle est juste et aussi parce qu'il y a de la justesse dans la démarche. Juste parce que notre système de santé, qui est un système unique, mais il est porté par 2 jambes, une publique, une privée. La jambe privée, jusque-là, est négligée. Donc nous trouvons que c'est une juste mesure que l'implication du secteur privé se fasse. Justesse parce que la démarche qui a conduit à dire il faut impliquer le secteur privé est une démarche qui s'appuie quand même sur des chiffres, puisque l'offre de services aujourd'hui au Bénin est assurée à 65% par le secteur privé. Comment peut-on espérer modifier les indicateurs de santé en travaillant seulement sur 35%? Donc la justesse, elle est là dans la démarche et elle va permettre d'impacter de manière forte, de manière durable les indicateurs en permettant que ceux-ci s'améliorent.
Oui, je reste toujours avec vous. J'ai entendu une responsable de clinique privée, d'une clinique privée se plaindre. Elle a dit que les critères sont trop contraignants. Qu'en pensez-vous? Et oui, je peux en parler d'autant plus facilement que j'ai participé au processus. Il n'y a aucune étape à laquelle je n'ai pas participé. Et nous avons insisté parce que tous les acteurs du secteur privé aujourd'hui, pour eux, le plus gros de tous les problèmes est l'anarchie qu'il y a dans le système. Donc pour nous, le FBR est apparu comme une modalité parmi plusieurs pour agir sur cette anarchie-là, pour enfin obtenir un assainissement. Alors nous avons dit, pour pouvoir être impliqué, il faut avoir respecté les lois du Bénin. Il faut avoir accepté tous les décrets, les arrêtés qui précisent comment l'exercice dans le secteur privé doit se faire. C'est vrai, tous ces ateliers ont été l'objet de vives discussions. Je ne veux pas revenir dessus, mais ça a été très houleux. Et on a fini par retenir certains indicateurs. Il faut avoir une autorisation d'exercice en activité privée, il faut avoir une autorisation d'ouverture et d'exploitation, il faut être en règle avec le fisc, il faut être en règle avec la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est vrai, ces indicateurs peuvent paraître très durs, mais quand on veut changer quelque chose qui va mal, il faut aller fort. Mais j'avoue que les responsables du PRPSS ont été indulgents, puisque pour les premières cliniques, pour les premiers établissements de santé privée, ils n'ont pas tenu compte de tous ces critères, ils les ont allégés et sont restés seulement aux critères basiques, à savoir les autorisations. Donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre s'installer dans le secteur privé sans aller chercher les autorisations, qui sont la base même. Si on ne veut pas les autorisations, à ce moment on reste dans le public pour travailler. Vous venez de dire tout à l'heure que 35% viennent... et chez vous, c'est 65%. Mais avec le FBR, on peut assister à l'inversion du taux. Bien sûr. C'est fort possible. Avec les éléments que j'ai vus, je pense qu'on pourrait... Vous n'avez pas peur Oh non, pas du tout. Pas du tout. Faire mieux tous les jours, c'est quelque chose qu'on sait faire dans le privé. On n'a pas peur de ça. Vous êtes plus cher que le public. Ça veut dire quoi, plus cher? Oh ben, la consultation, par exemple, à Banikwara, la consultation, c'est à 150 par endroit, 250, voire 500. Mais chez vous, c'est 5 000 et spécialité 10 000 francs. Bien sûr. L'indigent ne peut pas payer cette somme. On va y revenir. On n'a pas assez de temps pour ça. Alors, vous, selon vous, quels pourraient être les avantages du FBR? Vous représentez le secteur public. Bien sûr. Bénéficiaire. Oui. C'est quelle zone? Rappelez-nous. La zone sanitaire Ouidak Bomassé Toriboussito. Nous vous écoutons. Quels sont les avantages? Merci. Vous avez reçu en 4 ans combien de milliards on veut savoir. Les avantages ne sont pas forcément en termes pécuniaires. Ah, d'accord. Je vous écoute alors. Merci. Comme vous le dites, dans les zones sanitaires pilotes, dont notre zone sanitaire fait partie, le FBR est là depuis 4 ans. Mais au niveau zone sanitaire, il faut déjà dire qu'il y a plusieurs entités qui bénéficient de l'intervention. C'est-à-dire, au niveau zone sanitaire, il y a l'équipe d'encadrement de zone, elle-même qui signe un contrat de performance. Nous avons les hôpitaux de zone, les centres de santé, mais également les relais communautaires. Et il y a beaucoup d'avantages. Et les avantages, c'est l'amélioration continue de la performance. L'arrivée du financement basé sur les résultats a changé le mode de fonctionnement à tous les niveaux. Au niveau de l'équipe d'encadrement de zone, par exemple, je peux dire que l'équipe d'encadrement de zone a davantage pris conscience de ses attributions. Et dans le cadre spécifique du FBR, son rôle d'accompagnement est mieux assuré, notamment à travers les coachings qui permettent aux membres de l'équipe d'encadrement de zone d'accompagner les formations sanitaires vers l'obtention de meilleurs résultats, puisque les subsides que l'équipe d'encadrement de zone gagne sont fonction de la performance des centres de santé qu'elle dirige. Il y a également des avantages au niveau des hôpitaux. Et ces avantages ont conduit à des bonnes pratiques au niveau de ces hôpitaux. Et nous pouvons dire qu'en termes de bonnes pratiques de façon globale, il y a le processus même à travers la restitution des résultats qui se font en groupe.
dans une zone, on restitue les résultats avec tout le monde. Ça crée de l'émulation au sein du personnel. Personne ne veut être à la traîne en voyant ses pairs fournir de meilleurs résultats. La même pratique se fait au niveau des équipes d'encadrement de zone et au niveau des centres de santé. Ce que nous pouvons dire, c'est que réellement les agents sont maintenant motivés et il y a une ouverture d'esprit à travailler beaucoup plus en équipe. Il y a que les gens ont l'esprit tourné vers la performance et la prise d'initiative est continue. Et nous pouvons dire que les gens réfléchissent et font aujourd'hui des interventions qui se font normalement dans des centres de santé sur le terrain. Des gens vont dans des communautés pour prester des soins, pour offrir des vaccinations, pour offrir des consultations prénatales et même des consultations curatives. J'ai même vu à Banikwara, où les zones qu'on a sillonnées, qu'il y a même des relais communautaires. Ces personnes mandatées, assermentées, vont dans la population les sensibiliser. Alors, je voudrais qu'on parle des indigents, leur prise en charge, puisque tout le monde n'a pas les moyens. Alors, monsieur le coordonnateur, est-ce qu'il y a un appui institutionnel Parlez-nous brièvement de ces différents aspects. Non, en fait, comme vous le sentez, la question de la fréquentation de nos centres se heurte à la question d'accessibilité financière. Donc la seconde composante de ce programme, de ce projet initié par le gouvernement et appuyé par la banque, a permis d'abord d'identifier les plus pauvres dans les 8 zones de la banque, les 8 zones ciblées. Et vraiment, la banque a accepté une seconde demande du gouvernement pour qu'aujourd'hui, cette identification des plus pauvres soit pour tout le Bénin. Donc il va y avoir une base communale des plus pauvres, une base nationale qui va être logée au niveau du ministère en charge de la famille. Et dans les 8 zones ciblées de la banque, on a mis en place un dispositif pour la prise en charge gratuite des plus pauvres dans les 8 zones ciblées de la banque. Et c'est une réalité. Donc, et ce paiement, on fait ça avec l'Agence nationale d'assurance maladie, c'est eux qui donnent les cartes et les plus pauvres seront pris en charge gratuitement via le dispositif FBN. Merci. Mais aujourd'hui, rapidement, monsieur le conseiller technique, quels sont les défis pour le Bénin aujourd'hui? Merci, madame. S'il faut comparer le FBA à un bébé, disons qu'il n'est pas encore suffisamment assis, et nous avons toujours besoin de l'accompagnement. Et dans notre langage ici, quand on présente sa gratitude à un bienfaiteur, c'est qu'on en demande davantage. Madame la représentante résidente de la Banque mondiale et chers partenaires, je vous dis merci et nous sollicitons encore votre accompagnement. Oui, Madame la représentante résidente est là, elle va nous appuyer, elle va appuyer le gouvernement pour la pérennisation de ce projet. Certainement, vous aurez, c'est vous qui allez conclure cette émission. Allez-y, Madame, moi je voudrais vous entendre. Madame Rodégonde, aïe. Merci, Madame la journaliste. Je représente les OBC ici sur ce plateau. Les OBC, c'est-à-dire les organisations à base communautaire, rapidement, jouent un important rôle d'interface entre le projet et les bénéficiaires et la population en ce qui concerne la vérification des soins, de la qualité des soins administrés à la population par les agents de santé, c'est-à-dire un rôle de veille que joue l'OBC entre la population et le projet. Donc l'OBC fait une enquête de satisfaction auprès de la population bénéficiaire. L'agent technique échantillonne les patients qui ont reçu des soins au niveau des centres de santé, qu'il met à la disposition des OBC. Et les agents OBC partent sur le terrain, recherchent ces clients et leur administrent un questionnaire déjà préétabli sur lequel ils sont bien formés. Donc, les OBC ont des procédés directs, propres, pour avoir des informations justes et parfaites. Et sur la base de cela, nous constituons une base de données que nous mettons bien traitée
que nous mettons à la disposition du projet. Merci à vous. Merci, je madame. voudrais laisser le mot de la fin à Madame la représentante résidente de la Banque mondiale. Les perspectives pour la pérennisation de ce projet, vous nous rassurez-nous encore davantage. Merci beaucoup, Madame. Alors, je termine par saluer les efforts du gouvernement jusqu'à ce jour. Le Bénin a pu réaliser à travers ce projet beaucoup de bonnes choses pour le bien de la population du pays. Il y a encore du chemin à faire. Je dirais que le projet a atteint déjà une vitesse de croisière. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, mais j'ai pu constater vraiment une amélioration de la situation sur le terrain. Les partenaires techniques et financiers, évidemment, moi je ne peux que parler pour le groupe de la Banque mondiale, mais nous sommes ici en partenariat avec 3 autres partenaires et j'ai déjà assuré et je vous rassure que pour ce qui est de la banque, nous sommes ici pour appuyer techniquement certainement et pour parler avec les autorités sur les possibilités de pérennisation. Les modèles déjà vécus de quelques autres pays sur le continent africain, nous allons certainement ensemble les étudier de plus près pour faire en sorte que le gouvernement puisse graduellement prendre chaque fois plus de leur part dans la mise en œuvre de cette approche. C'est déjà un mot d'espoir. C'est un plaidoyer ensemble avec les autres partenaires techniques et financiers. Vous pouvez les convaincre. Vous pouvez les convaincre pour la pérennisation, bien évidemment. Merci, mesdames et messieurs. Le financement basé sur les résultats à travers le projet de renforcement de la performance des zones d'information sanitaire, PRPSS. C'est bien sûr cela le projet. Ça dure 5 ans. Nous sommes pratiquement à la fin puisqu'il reste juste quelques mois, 1 an à peu près. Nous souhaitons la pérennisation parce que ça nous permet d'accéder aux soins de qualité. Les cliniques privées aussi sont concernées. Et donc, j'avais avec moi Madame Katrina Chaké, représentant résident de la Banque mondiale au Bénin, Monsieur Ibrahim Magazi, chef du projet de renforcement de la performance du système de santé au Bénin, Madame Maude Jukoua, spécialiste en économie de santé à la Banque mondiale, Monsieur Alphonse Akpamoli, coordonnateur national du PRPSS, Monsieur Ibrahim Magazi, lui, il est à la Banque mondiale également, et puis Monsieur Gbadou, Docteur Gbadou, qui représente ici l'œil du gouvernement. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à très bientôt.